Bien, alors voyons maintenant deux derniers points. La variation de l'indice d'affaiblissement acoustique R, pardon, en fonction de la masse surfacique du matériau. C'est ce qu'on appelle la loi de masse. Alors cette loi de masse, elle dit une chose relativement simple. Elle dit que le coefficient d'affaiblissement acoustique R va augmenter avec la masse surfacique du matériau. Donc la masse surfacique. La masse surfacique du matériau, on va la noter sigma, hein, et elle se mesure en kilogrammes par mètre carré. Alors, cette loi, elle paraît logique, hein. Plus on va avoir de masse au mètre carré pour un matériau, et plus meilleur isolant sera ce matériau. Alors en fait, la loi de masse, on peut représenter ça par un graphique, et on va obtenir l'allure du graphique suivant. Donc si je représente en ordonnée ici l'indice d'affaiblissement acoustique en dBA, en fonction de la masse surfacique du matériau, eh bien on va avoir une courbe qui a à peu près cette allure-là. Donc une portion de droite, alors en fait plus précisément deux portions de droite, donc vous voyez c'est linéaire. Alors c'est linéaire, mais vous voyez sur deux domaines différents. Alors en fait, cette loi de masse, hein, ce sont des lois empiriques qui sont démontrées expérimentalement. Alors je vais vous donner les expressions du coefficient d'affaiblissement acoustique en fonction de la masse surfacique. Alors en fait, on a deux cas possibles. Si la masse surfacique du matériau est inférieure à 150 kg par mètre carré, eh bien en fait, le coefficient d'affaiblissement acoustique R a pour expression 17 multiplié par logarithme de sigma plus 4 dB. Et puis, si la masse surfacique est supérieure à 150 kg par mètre carré, donc là on commence à avoir des matériaux qui relativement lourds, hein, le coefficient d'affaiblissement acoustique aura pour équation 40 multiplié par logarithme de sigma moins 46 dB. Donc, vous voyez ici, on va avoir deux relations, hein, linéaires, différentes selon la masse surfacique. Alors en fait, le point de changement il est ici. En fait, ici on a 150 kg par mètre carré. Donc vous voyez, en dessous de 150 kg par mètre carré, un comportement, et au-dessus un autre comportement. Mais globalement, cette loi de masse indique que plus la masse augmente, plus le coefficient d'affaiblissement acoustique va augmenter. Donc voilà encore une aide pour choisir le bon matériau pour réaliser une isolation acoustique adéquate. Alors, ce coefficient d'affaiblissement acoustique, il dépend donc de la masse surfacique, c'est la loi de masse, mais en fait il dépend aussi, et ce sera le dernier point sur cette partie, il dépend aussi de la fréquence du son. La variation du coefficient en fonction de la fréquence est donnée par une loi, ce qu'on appelle la loi de fréquence. Alors, pour bien comprendre la loi de fréquence, là encore, on peut représenter ça par un graphique. Alors, globalement, ce que l'on peut retenir, hein, c'est que le coefficient d'affaiblissement acoustique est multiplié par 2. Pardon, c'est pas le coefficient qui est multiplié par 2, c'est que on va rajouter ce coefficient d'affaiblissement acoustique. Il augmente de 4 décibels à chaque fois que la fréquence est multipliée par 2. Hein. Autrement dit, on a là une propriété des matériaux isolants, c'est que les matériaux vont être beaucoup plus isolants aux hautes fréquences qu'aux basses fréquences. Si on représente ça sur un graphique, si je place ici les valeurs de fréquence en abscisse et les valeurs de R en ordonnée, eh bien on va avoir une variation de ce type-là. Hein, voilà, c'est-à-dire qu'on va rajouter à chaque fois qu'on va doubler la fréquence, on va rajouter 4 décibels. Alors en fait, c'est pas tout à fait ce qui se passe. En fait, quand on fait des mesures en situation réelle, on a effectivement une augmentation, alors je vais représenter ça en bleu, hein, on a effectivement une augmentation du coefficient d'affaiblissement, donc le pouvoir isolant, si vous voulez, des matériaux qui augmente quand on augmente la fréquence, et puis en fait on va se rendre compte que à un moment donné, vous avez une chute
de l'isolation acoustique, hein, et ensuite qui repart et qui reprend la courbe que j'avais tracée en rouge ici. Donc vous voyez qu'il y a un moment, pour une valeur de fréquence, eh bien une isolation qui est beaucoup moins efficace, hein, une chute du coefficient d'affaiblissement acoustique. Cette fréquence particulière, c'est ce qu'on appelle la fréquence critique. Donc la fréquence critique, hein, qu'on va noter FC. Et cette fréquence critique, eh ben, elle dépend des matériaux qu'on utilise, hein. Alors, évidemment, en fonction de ce qu'on va vouloir isoler, il va falloir faire attention à la fréquence critique des matériaux qu'on utilise, hein. Par exemple, si je veux isoler deux appartements dans un immeuble, je vais faire en sorte que les matériaux que je vais prendre comme isolant entre les deux appartements, je vais faire en sorte que la fréquence critique de ces matériaux ne correspondent pas, par exemple, aux fréquences fréquences prépondérantes qui correspondent à la voix humaine. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que je vais réaliser une isolation acoustique de tous les bruits, sauf de la voix humaine. Donc ça veut dire que effectivement je pourrais avoir une isolation acoustique efficace contre les appareils, contre l'aspirateur par exemple, mais finalement dans l'appartement où je suis, j'entendrai finalement toutes les discussions de l'appartement d'à côté. Donc là encore, voilà un paramètre sur lequel il va falloir faire attention lorsque l'on réalise l'isolation des bâtiments. Alors cette chute, elle peut être importante, hein, ça peut aller jusqu'à 10 dB, hein, 10 décibels en moins, donc vous voyez, c'est évidemment pas négligeable. Voilà pour cette dernière partie, pour ce dernier point sur l'isolation acoustique. Bien, alors nous allons voir maintenant le dernier grand point de cette série de vidéos, qui est la notion, hein, de confort acoustique en milieu clos, hein, en milieu fermé. Donc là, on s'est intéressé jusque-là à l'isolation acoustique, donc par rapport à l'extérieur, ce que l'on peut faire pour améliorer cette isolation par rapport au bruit extérieur. Maintenant, on va s'intéresser vraiment à la notion de confort acoustique lorsqu'on est à l'intérieur même d'une pièce. Alors là encore, pourquoi s'intéresser à ce confort acoustique ? Par exemple, regardez, si on prend par exemple une pièce avec une source sonore placée dans la pièce, et puis un récepteur sonore placé ici. Alors évidemment, quand la source sonore va commencer à émettre du son, on va avoir une transmission directe, hein, de la source sonore vers le récepteur. Alors le problème, c'est que comme le son n'est pas forcément très directif, eh bien le son va pouvoir partir dans différentes directions, et ce son va pouvoir subir évidemment des réflexions et jusqu'au récepteur sonore. Alors je vais pouvoir avoir des réceptions un peu dans tous les sens, ce qui fait qu'au niveau du récepteur, je vais avoir une réception du son et avoir l'impression que le son provient finalement de toutes les directions. Alors, ce qui veut dire que entre l'émission du son et la réception du son, je vais pouvoir avoir différentes durées. Autrement dit, pour un même son émis, je vais avoir différents retours. Ça, c'est tout simplement ce qu'on appelle l'écho. Alors, écho ou réverbération du son à l'intérieur d'une pièce. Donc il va falloir faire en sorte de prendre en compte évidemment cette notion de réverbération du son pour le confort acoustique. Alors en fonction effectivement des bâtiments et des pièces et de l'utilisation des différentes pièces, les normes évidemment seront différentes d'une pièce à l'autre. Alors on va définir pour cette notion de confort acoustique, on va définir une grandeur qui est la durée de réverbération. Alors la durée de réverbération ou temps de réverbération, on le note, et on la note, cette durée TR. Cette durée de réverbération, on peut la calculer avec une relation qu'on appelle la formule de Sabine. Alors, cette formule de Sabine, je vais vous la donner tout de suite. Elle dit que cette durée de réverbération est égale à 0,16 multiplié par logarithme de V divisé par A. Cette relation, normalement, on vous la donnera. V, ça représente quoi? V, ça représente le volume en mètres cubes, hein, du local, dans lequel on fait l'étude acoustique. Alors A, c'est ce qu'on appelle l'aire d'absorption équivalente. Ça, je vais vous expliquer en détail en quoi consiste cette aire d'absorption équivalente. Et on va obtenir
on va obtenir une durée, alors le logarithme de tout ça multiplié par un coefficient qui est égal à 0,16, et on va obtenir une durée, donc durée en secondes. À quoi ça correspond? Alors, cette durée de réverbération, sa définition exacte, dit que c'est la durée au bout de laquelle le niveau sonore d'un son qui a été émis, le niveau sonore, a diminué de 60 décibels. De 60 décibels. Alors, par exemple, pour que vous compreniez bien, imaginons qu'on a une source sonore qui émet un niveau sonore de 80 décibels. Voilà. Eh bien, je vais émettre un son de 80 décibels, et ensuite je coupe la source sonore. Le sonomètre va enregistrer, évidemment, un niveau sonore de 80 décibels, mais une fois que la source a été coupée, ce niveau sonore va baisser. Eh bien, en fait, on va regarder quelle est la durée mise par le niveau sonore pour passer de 80 décibels à, alors une chute de 60 décibels, autrement dit ici, pour passer à 20 décibels. Donc, comprenez bien, j'ai mes 80 décibels, je coupe la source sonore, le niveau sonore va diminuer, c'est pas instantané, suivant le local qu'on va étudier. Ce niveau sonore va diminuer, et je vais mesurer la durée, finalement avec un chronomètre, on va mesurer la durée, temps mis par le niveau, pour passer de 80 décibels à 20 décibels. Autrement dit, une chute de 60 décibels. Cette durée correspond à la durée de réverbération. Voilà. Et eh bien, il suffit ensuite de regarder dans les normes, et vous allez avoir des durées de réverbération à respecter selon l'utilisation du local. Ce ne sera pas tout à fait la même chose pour un bureau, pour un hall, pour une salle de concert. Alors, je peux vous donner tout de suite quelques exemples pour que vous compreniez bien. Par exemple, à l'intérieur des logements, on fait en sorte que le temps de réverbération soit en gros de 0,5 secondes. Alors, en limite supérieure, pas plus de 0,5 secondes. Si on dépasse 0,5 secondes, on peut estimer qu'on va avoir un inconfort auditif. Voilà, il va y avoir une espèce d'écho dans les salles, donc qui n'est pas du tout appréciable. Donc ça, c'est à l'intérieur des logements. Deuxième, je peux vous donner un exemple, par exemple dans les bureaux. Dans les bureaux, on va faire en sorte que ce temps de réverbération soit inférieur à 0,8 secondes. Donc là encore, pour du confort de travail. Alors après, ça peut aller jusqu'à 4 secondes pour une salle de concert ou pour une cathédrale. Parfois, c'est ce qu'on peut aussi rechercher. En tout cas, parfois, on ne pourra pas faire autrement. Dans les cathédrales, par exemple, vous pouvez avoir un temps de réverbération de l'ordre de 4 secondes. Voilà. Donc tout ça, ce sont des normes fixées par les pouvoirs publics, et en fonction des logements que l'on construit, on va faire en sorte de respecter ces durées de réverbération. Alors vous voyez que dans ce calcul de durée de réverbération intervient évidemment le volume du local, et donc cette fameuse aire d'absorption équivalente. Alors ça, on va détailler, je vais vous expliquer détailler à quoi ça correspond. L'aire d'absorption équivalente. Alors, elle est notée A majuscule. C'est une aire, donc elle va se mesurer en mètres carrés. Comment on fait pour calculer cette aire d'absorption équivalente? Je vais vous donner la relation tout de suite. Cette aire d'absorption équivalente, c'est la somme des coefficients d'absorption de chacun des matériaux qui constituent le local, les parois du local, multiplié par l'aire correspondante, ou la surface correspondante de chacun des matériaux. Alors, dans un local, on va avoir différents matériaux. Ces matériaux qui sont représentés I. Alors ça peut être 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Pour chaque matériau, on va avoir une surface, que je note SI, qui est exprimée en mètres carrés. Donc ça c'est facile à mesurer, on prend un télémètre ou on prend un mètre et on mesure la surface de chacun de ces matériaux. Ces matériaux vont être caractérisés par un coefficient d'absorption sonore. Ce coefficient d'absorption, il est noté alpha I, alors I pour le matériau numéro 1, alpha 1, alpha 2, alpha 3 pour chacun des matériaux. C'est un coefficient qui est sans unité.
et qui correspond finalement à un pourcentage d'absorption d'une puissance sonore, si vous voulez. Pareil, je vous donne tout de suite un exemple. Si un matériau a un coefficient d'absorption de 0,3, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il absorbe en gros 30% de la puissance sonore. Voilà. Voilà ce que signifie ce coefficient d'absorption. Alors je peux vous donner un exemple concret. Le coefficient d'absorption du marbre, par exemple. Le coefficient d'absorption du marbre, le marbre, il absorbe rien. Donc il réfléchit toutes les ondes sonores. Donc le coefficient d'absorption du marbre, alpha, vaudra 0%. Il n'y a aucune puissance sonore qui est absorbée. Voilà. Donc chacun des matériaux caractérisés par un coefficient d'absorption, par son air, par sa surface, et eh bien on applique cette relation-là, on multiplie le coefficient par la surface, on fait la somme de tous les matériaux, et on obtient cette fameuse aire d'absorption équivalente. Et cette aire d'absorption équivalente va nous permettre de calculer le temps de la durée de réverbération, le temps de réverbération du local. Donc s'il faut modifier ce temps de réverbération, eh bien on va pouvoir jouer sur différentes choses, sur la surface des matériaux et surtout sur la nature des matériaux. Donc c'est ça qui est important à comprendre dans cette formule-là, c'est que cette aire d'absorption équivalente, elle dépend évidemment de la surface de chacun des matériaux, mais elle dépend aussi évidemment de la nature des matériaux, ça on s'en doutait. Donc en jouant sur la surface et la nature des matériaux, on va pouvoir faire en sorte que la durée de réverbération du local rentre dans les normes qui nous sont imposées. Voilà pour cette notion de confort acoustique en espace clos. Il n'y a plus que maintenant à faire des problèmes, des exercices et des problèmes et des sujets d'examen où vous allez pouvoir utiliser toutes ces relations-là. Voilà, bien écoutez, d'ici le prochain cours, je vous souhaite un bon courage et je vous dis à bientôt.